À la une de ce journal, nous parlerons de management. Le cabinet VAS International Consulting était en formation sur le thème Finance pour dirigeants. Agriculture. L'Agricultural Commodity Association lance ses activités lors d'une conférence de presse au bénéfice des acteurs du secteur. Dans le secteur éducation préscolaire, la grande section du Centre de protection de la petite enfance Jaco Diomandazito passe le flambeau à ses cadets. Et dans le domaine agricole, un projet a été lancé par le Centre de recherche d'excellence africain. Il s'agit du projet FONSTI. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. Nous débutons cette édition avec une note de management. La 28e session de formation du cabinet VAS International Consulting sur la finance pour dirigeants a refermé ses portes récemment à Assini. Durant 3 jours, les chefs d'entreprise, des présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux ont vu leur capacité renforcée sur la gouvernance financière des entreprises. Objectif, améliorer leur santé financière. Le reportage est signé Philippe Zabo et Ezekiel Siri. D'entrée de jeu, le formateur a été clair. La vision globale d'une entreprise en ce qui concerne le financement est du ressort de son directeur général ou de celui qui joue ce rôle. Cette responsabilité doit être assumée et assurée avec rigueur et avec des outils de gestion efficients. Ce sont ces outils que le cabinet VAS Consulting a donné à 8 chefs d'entreprise durant 3 jours. La responsabilité d'un directeur général, c'est d'améliorer la rentabilité des capitaux qui ont été investis par les actionnaires. Mais pour cela, il faut que vous ayez une bonne appréhension, une bonne compréhension des mécanismes financiers. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'intégrez pas des données de performance financière dans votre gestion, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif de rentabilité financière. Donc ce séminaire-là traite de problématiques majeures pour ces responsables, ces dirigeants d'entreprise. On traite par exemple de tout ce qui est problématique, tout ce qui est mécanisme de gestion financière. On traite de tout ce qui est budget, élaboration de budget, pilotage de budget. Un patron doit être capable de maîtriser le processus budgétaire. On note que dans le nombre d'entreprises, les directeurs généraux préfèrent confier cela aux directeurs financiers. Là, c'est eux qui ont la vision. Et c'est à eux d'impulser le processus budgétaire. L'autre aspect, on traite par exemple de tout ce qui est choix et décision d'investissement. Dans une entreprise, la dernière personne qui signe le document pour l'investissement, c'est le directeur général. Un message fort bien accueilli par les participants. On est à la tête des entreprises qui se portent mal. On ne sait pas de quoi elles souffrent. Et quand même on sait de quoi elles souffrent, on ne sait pas comment les relever. On n'a pas les outils, on n'a pas les connaissances. Donc, c'est dramatique. J'ai eu la malchance d'avoir fait un peu de gestion. Je sens que mon entreprise est malade, mais je ne sais pas comment faire, par où commencer. Ce séminaire m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert les yeux. Je sais désormais comment identifier les mots qui minent mon entreprise. Une fois identifié, quels sont les outils et les leviers que je peux utiliser pour la relever. Les chiffres, j'ai envie de dire qu'on peut les interpréter de différentes façons. Donc ce qui est important suite à ce séminaire, c'est de tirer vraiment les informations qui sont intéressantes dans nos prises de décision, stratégiques. Le budget est en fait l'instrument essentiel pour vraiment mener toute une politique de gestion. Et si on ne maîtrise pas les mécanismes de l'élaboration d'un budget, il est très facile qu'on se perde. Le thème finance pour dirigeants est très important. C'est pourquoi il sera reconduit du 12 au 15 juin à Lomé au Togo et du 19 au 21 juin à Abidjan. Entrons au secteur agricole. Créé le 17 septembre 2023 par des jeunes entrepreneurs ivoiriens, l'Agricultural Commodity Association a véritablement démarré ses activités le 10 janvier 2024. Récemment, l'association a initié une conférence de presse pour faire connaître son programme d'action qui tourne autour de la formation, la promotion, du lobbying et de l'accompagnement des agriculteurs. Philippe Zabo, notre reporter, a pris part à cette conférence de presse. C'est un programme ambitieux que le président de l'ACA a déroulé devant la presse. Un programme
qui va de la formation à la promotion des agriculteurs en passant par du lobbying et de l'accompagnement. À la question comment, écoutons sa réponse. Il y a beaucoup de problèmes dans le secteur. Pour nous, c'est très simple, c'est de déterminer, de trouver les difficultés lorsque nous partons à l'écoute des producteurs, connaître leurs besoins et à partir de tout notre réseau, tout notre background avec l'international, avec le plan local, trouver facilement des solutions pour pouvoir faciliter que ce soit la production, que ce soit la commercialisation, que ce soit la formation, en tout cas tout ce qui est de leurs besoins. L'ACA se veut une association ambitieuse. C'est pourquoi ses activités s'étendront sur tout le territoire ivoirien. D'ailleurs, elle a déjà commencé à mettre son programme de riz en pratique. Dans le département de Tomodi, nous avons mis une unité de production de riz avec des coopératives basées à Sakasso, basées à Tchéboussou, dans lesquelles nous avons apporté le financement et fait tourner notre unité de production pour le bien-être des populations dans le secteur, dans le département de Tomodi. En presque un an d'activité, l'ACA compte 17 délégués dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement du projet FONSTI, organisée par le Centre de recherche de l'excellence africain, s'est tenue récemment au pôle scientifique de Bingerville. Cette cérémonie s'est déroulée autour du thème « Stratégie durable de production et conservation du maïs face au changement climatique » à Tingrela, Côte d'Ivoire. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la production et de la conservation des stocks de maïs en mettant en place des pratiques agricoles intelligentes intégrant des informations climatiques. Michel Brou et c'est ici. 20 600 000 francs CFA, c'est la valeur globale du projet du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation lancé. L'événement a réuni des experts en agriculture, des représentants du gouvernement, des chercheurs et des points focaux, des bénéficiaires. Un projet dont la mise en œuvre permettra de relever le défi majeur posé par le changement climatique et les rongeurs sur les productions agricoles, en particulier sur la culture du maïs. Un impact social, c'est que les populations, parce qu'ils perdent tout ce qu'ils ont comme production, donc ils ne peuvent pas bénéficier, ils ne peuvent pas garantir des revenus. Et ça donne dans cette zone à l'orpaillage clandestin qui détruit le sol et qui a plusieurs conséquences. Le FONSTI appuie le financement de la recherche et comme aime à le rappeler le docteur Yaya Sangaré, le FONSTI est inscrit dans la dynamique de financer des projets de qualité excellente. À l'intérieur de ce programme national de recherche, il y a un projet phare qui tient à cœur à monsieur le ministre, c'est la conservation des denrées alimentaires. Donc, vous voyez que ce projet qui a trait au maïs, conservation et transformation du maïs, dans la région de Tingrela, s'inscrit bien dans ce projet très important. Bon, je peux dire que nous nous sentons déjà à l'aise parce que le projet a été déjà lancé. Je crois que c'est un bon acquis, mais ce n'est pas seulement ça que nous attendons. On a nos objectifs, et que vraiment ce que nous attendons des bailleurs de fonds et de l'équipe chercheur. Le projet FONSTI est prévu pour une durée de 24 mois et marque une étape importante dans la recherche de solutions durables en faveur du développement agricole. La deuxième édition du festival Eden des Fleurs se tiendra du 30 mai au 1er juin 2024 dans le jardin de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Organisé par l'ONG Eden des Fleurs, cet événement sera placé sous le thème « La promotion de la culture florale dans nos cadres de vie pour un développement durable ». L'objectif de ce festival est de réunir l'ensemble des acteurs de la culture et de l'exploitation de la fleur afin de promouvoir l'art floral, contribuer à la protection de l'environnement et encourager l'embellissement de nos cadres de vie. Michel Brou et Nicolas Ngwa. Du 30 mai au 1er juin, la deuxième édition du festival Eden des Fleurs sera sous les projecteurs dans les jardins de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. L'information a été révélée par la présidente de l'ONG Eden Art à la conférence de presse pour annoncer ce rendez-vous à l'honneur des horticulteurs, mais également des populations. Ce qui nous regroupe ici ce matin, nous voulons parler de fleurs, nous voulons parler d'embellissement,
Nous voulons parler du fleurissement de notre pays, de nos communes et aussi de nos cadres de vie. L'objectif que nous visons, c'est de booster loin ce changement climatique qui devient un phénomène inquiétant pour la population. La première responsable de l'ONG a aussi rappelé l'innovation à cette seconde édition. Toutefois, elle a adressé un plaidoyer à l'endroit des décideurs ivoiriens. La particularité de cette deuxième édition, nous avons mis un panel dont le thème est d'actualité. Ensuite, le concours, parmi les 3 concours, nous avons mis un 3e concours où il s'agit de faire un dessin où vous présentez votre environnement, votre cadre de vie. J'aimerais voir ma commune fleurie, ma rue fleurie et puis aussi ma maison fleurie. La deuxième édition du Festival Eden des Fleurs vient contribuer à la promotion d'un développement durable et l'embellissement de notre espace de vie. Ce sont 2500 festivaliers attendus à ce rendez-vous du 30 mai au 1er juin dans les jardins de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Dans le domaine du transport, la coalition des taxi-compteurs a organisé une conférence de presse pour dénoncer les retards inexpliqués et l'absence de communication qui entraîne des pertes économiques et une détérioration des conditions de travail à leur niveau en raison de la non-application du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 pris par le président de la République. Diane Cablanquin et Seth Ekissi. La coalition des structures de taxi-compteurs, CSTC, a tenu une conférence de presse pour exprimer leur frustration face à l'inaction gouvernementale concernant la non-application du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 portant réglementation des transports publics, particuliers de personnes du président de la République ivoirienne Alassane Ouattara. Ce décret, censé améliorer les conditions de travail des conducteurs et réformer le secteur des taxis, n'a toujours pas été mis en œuvre malgré les promesses répétées des autorités. L'État a pris un décret pour qu'on régularise le milieu du transport. Et vu que cela n'est pas fait, en septembre 2023, le chef de l'État a pris une ordonnance pour créer l'ARTI qui a 3 pouvoirs. Le pouvoir d'injection consultatif et puis un pouvoir de sanction. Ils nous ont réunis les 2 et 3 novembre dernier dans un hôtel de la place pour nous parler du pouvoir des sanctions. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela n'est pas fait. Dans ce décret, l'État dit que tous ceux qui devraient faire le VTC ici en Côte d'Ivoire devraient avoir un véhicule d'une puissance, je crois, mécanique, une puissance technique de 114 chevaux. On explique terre à terre. Ça veut dire que c'est des gros cylindrés, c'est des véhicules d'une certaine catégorie, voilà, capacité de gros cylindrés, qui sont sur un pack, vous comprenez? Et puis on leur commande avec les applications de mise en relation que vous connaissez, il y en a plusieurs ici en Côte d'Ivoire. Et puis il se déplace pour aller prendre son client. Vous voyez, ce décret est venu parce que les VTC n'étaient pas d'entrée de jeu dans les tests qui régularisent le transport ici en Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire d'appliquer réellement ce décret. Ce décret vient pour régulariser le secteur du transport. Il rappelle que la patience a des limites et que le temps est venu pour des actions concrètes. Parlons éducation. Les élèves de la maternelle grande section du centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito ont passé le flambeau à leurs cadets de la moyenne section au cours de la célébration de leur fête de fin d'année. Un flambeau symbolisant la fin de leur parcours dans ce centre et l'entrée au cours préparatoire 1, une autre étape de leur apprentissage. La cérémonie de passation de flambeau a donné lieu à une fête à laquelle ont pris part les autorités villageoises et la centrale Azito OEM qui a distribué de nombreux cadeaux aux enfants. C'était en présence de Sandrine Kwame et Doumbia Ayuba. C'est dans une ambiance festive et de démonstration des leçons reçues de leurs éducateurs préscolaires que les futurs écoliers du centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito ont fait la passation de flambeau à ceux de la moyenne section qui prendront leur place à la prochaine année scolaire 2024-2025.
Cette célébration de fin d'année scolaire a été marquée par la présence d'autorités ministérielles, autorités villageoises, de parents d'élèves et d'Azito OEM. Chacun d'entre eux a apprécié la fête à sa juste valeur en remerciant les efforts d'Azito OEM à l'endroit de la petite enfance. Je ne voudrais pas clore mes propos sans rappeler à l'attention de nos invités les actions remarquables du directeur général d'Azito OEM, M. Honora Bois, à l'endroit de la structure et principalement à l'endroit de nos enfants. 1000 fois merci et que Dieu vous garde aussi longtemps que possible à nos côtés. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentante du directeur régional, M. Dano Dako. En cette belle matinée de fête de fin d'année, nous sommes réunis pour célébrer les progrès, les accomplissements et les souvenirs précieux que nous avons partagés tout au long de cette année scolaire. La société d'Azito OEM, sponsor du centre, a apprécié l'initiative, celle d'inscrire les enfants de moins de 5 ans au cours préscolaire afin qu'ils soient mieux outillés pour la suite de leur apprentissage scolaire. Nous avons tous constaté, les prestations aujourd'hui ont prouvé de manière éloquente que le collège des enseignants ici est pétri de talent, d'ingéniosité, de dextérité, de compétences, de qualifications qui permettent d'ailleurs aux enfants d'avoir les meilleurs résultats. Nous sommes avec le CPP Djoko depuis plusieurs années, nous les accompagnons et nous sommes véritablement satisfaits, très satisfaits du travail qui est abattu ici. La cérémonie a pris fin par des concours de danse et particulièrement par une remise symbolique de kits scolaires et tenues scolaires aux élèves sortants du centre. Le temps est donné pour la deuxième édition du Festival des bacheliers qui se tiendra les 12 et 13 juillet prochains au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce festival qui promeut l'excellence en milieu scolaire sera marqué cette année par une panoplie d'activités et de récompenses des futurs bacheliers. L'information a été donnée par les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue en présence de nos reporters Amiko Robara et Tima Traoré. Les 12 et 13 juillet prochains, les futurs bacheliers seront célébrés à travers l'événement, le Festival des bacheliers de l'Université de Cocody. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse par Masterclass, l'agence événementielle en charge de ce festival. Si l'événement célèbre les bacheliers, il revêt également un volet instructif à travers les expositions de stands réservées aux grandes écoles et institutions sanitaires en vue de sensibiliser sur certains fléaux qui minent l'école ivoirienne. À quelques semaines des épreuves du baccalauréat, les organisateurs encouragent les candidats à redoubler d'efforts à travers des vidéos de motivation, une innovation cette année. Les innovations, déjà, c'est la motivation déjà des bacheliers qui commence à partir de cette fin de mois jusqu'à la composition déjà du bac. Des vidéos de motivation de certaines personnes qui ont réussi, certaines personnes qu'on considère comme des repères, des modèles. Et vous verrez déjà ces vidéos sur les médias, sur les réseaux sociaux déjà. Déjà, les festivités commenceront le 12. C'est une exposition déjà de certaines grandes écoles, certaines entreprises pour des journées carrière. Ce n'est pas un salon d'orientation. Le deuxième jour aussi, les expositions continueront. Le deuxième jour, on aura aussi la récompense et les concerts déjà avec les artistes et célébrer déjà l'ensemble des bacheliers. Pour marquer cette édition, les meilleurs bacheliers et les meilleurs établissements scolaires bénéficieront de nombreux lots tels que des véhicules, des billets d'avion, des ordinateurs et des téléphones portables. Pour rappel, le Festival des bacheliers est un événement de célébration et de valorisation de l'excellence, mettant en exergue les élèves ayant réussi leur examen du baccalauréat. Cette année, ce sont 35 000 festivaliers qui sont attendus. Le programme d'alphabétisation de Tabo vient de faire ses preuves avec plusieurs personnes âgées extirpées de l'ignorance. Ces personnes, pour la plupart âgées, ont suivi des cours d'alphabétisation et savent désormais lire et écrire.
Pour marquer ce succès dans le programme d'alphabétisation, une cérémonie a été organisée à Tabou afin de célébrer les bénéficiaires. Le récit de Konena Nourgo. C'est une cérémonie qui sonne la fin de l'ignorance pour ces personnes âgées de Tabou. Autrefois analphabètes, elles se sont défaites de ce statut grâce au programme d'alphabétisation mis en œuvre par les gestionnaires du système éducatif de Tabou. À la cérémonie de consécration, toutes les autorités administratives, éducatives, coutumières et politiques de la ville sont venues leur témoigner leur soutien et repartir avec la preuve que le programme d'alphabétisation à Tabou, c'est du concret. Je pense que accepter d'être parrain d'une telle cérémonie, c'est d'abord un honneur et un privilège pour le maire que je suis. Mais c'est parce qu'au plus haut sommet de l'État, c'est une priorité pour le chef de l'État qui a fait en sorte qu'il y ait un ministère, mais mieux qu'il y ait une direction particulière qui gère l'alphabétisation. Donc, apporter notre soutien, notre présence. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour lancer l'appel à la population. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Jeunes gens, jeunes dames, venez vous inscrire. Vous qui ne savez pas lire et écrire, venez vous inscrire dans les centres d'alphabétisation pour apprendre parce que savoir lire et écrire nous permet de passer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, j'arrive à lire et écrire. J'arrive aussi à suivre aussi mes petits-enfants quand ils quittent à l'école pour venir. Des messages qu'on m'envoie aussi, j'arrive à lire. Je compose mon numéro sur mon portable sans problème. Je ne donne plus à quelqu'un. Donc je dis merci. Avant, je ne savais pas lire et écrire. Quand le client arrive, je suis obligée d'appeler quelqu'un d'autre pour venir lire le mot qu'il a écrit. Mais aujourd'hui, avec coup du soir, je peux lire et écrire. Sans l'ombre d'un doute, l'on peut dire que le programme d'alphabétisation à Tabou a été une grande réussite. Rendons-nous à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. L'Union des élèves et étudiants du canton Glo a 30 ans d'existence. 3 décennies que les membres de cette association issue des sous-préfectures de Diabo et Languibono sont unis et solidaires. Une trentenaire que l'UE Glo a marquée par des activités sportives, festives et de réflexion. Emmanuel Bonzo, notre correspondant, a pris part aux festivités. Suivez son reportage. Cela fait 30 ans que les élèves et étudiants ressortissants du canton Glo entretiennent la flamme de l'union, de la fraternité et de la solidarité au sein de l'UE Glo. Cette association est née en 1994 de la volonté de certains fils et filles du canton désireux de se prendre en charge durant leur parcours scolaire et universitaire. Nous étions les premiers étudiants du centre universitaire de Boaké en 1992. Et donc il y avait tellement de difficultés que l'idée est née par un frère qui est là, le SG Bruno. Et nous avons décidé de créer cette structure pour l'unité. Ce sont en effet 3 décennies d'existence que la présidente actuelle de l'UE Glo, Estelle Kwame, a tenu à marquer à travers cette célébration autour du thème Ancienne et nouvelle génération, quelle collaboration pour l'unité et le développement durable du canton Glo. Pour moi, en rassemblant tous ces différents présidents et anciens membres de l'UE Glo, c'est de créer l'union, la fraternité et aussi que ces aînés pensent à leurs cadets que nous sommes. Cette fête anniversaire a donc été un moment de communion fraternelle entre anciennes et nouvelles générations de l'UE Glo, rythmée par des activités sportives, de réflexion et par un dîner gala. Elle a eu pour parrain le ministre-président Jacques Assaouré Conan, fils du canton Glo. C'est tout naturellement que à cette occasion, il puisse honorer de sa présence. L'UE Glo est une organisation scolaire et estudiantine regroupant l'ensemble des élèves et étudiants du canton Glo issus des sous-préfectures de Diabo et de Languibono. Elle compte à ce jour 5 coordinations, notamment celles d'Abidjan, Boaké, Daloa, San Pedro et Yamoussoukro. Avant l'exécution de ces activités pour l'année 2024, le syndicat national des acteurs et professionnels de la filière anacarde de Côte d'Ivoire, en abrégé SINAP-FACI, a tenu une conférence de presse à Boisflé en présence de la presse nationale et internationale et des producteurs venus nombreux pour l'occasion. Au cours de cette conférence, il a dévoilé son plan d'action pour l'amélioration des conditions de vie des acteurs et producteurs de noix de cajou. Depuis quelques années, les acteurs de la filière anacarde et les producteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés.
La problématique de la faiblesse du rendement des plantations, la mauvaise qualité de la noix de cajou brute, du mécanisme de la fixation du prix, de la sacherie, de l'état des pistes rurales et bien d'autres. Pour trouver des solutions à ces problématiques, le SINAPFACI va organiser une série d'activités au cours de cette année. Son secrétaire général était face à la presse. C'est la ville de Boisflé qui va accueillir le premier atelier le 30 mai prochain sur le thème « Les perspectives d'une transition juste dans la filière anacarde en Côte d'Ivoire ». Il va porter sur l'environnement, sur l'utilisation des produits chimiques dans nos plantations. Parce qu'on ne le sait pas, tout le monde dit qu'il fait chaud, tout le monde dit qu'il y a l'inondation, on se plaint, mais on ne sait pas que nous-mêmes nous contribuons à ces phénomènes-là. Le deuxième atelier se tiendra dans la ville de Bondoukou au cours du mois de juillet avec pour thème « Bilan, enjeux et perspectives pour une filière anacarde équitable ». Le troisième atelier aura lieu dans le mois de septembre à Odjéné avec pour thème également « Diagnostic et proposition d'un mode de gestion clair et transparent ». Le débat s'orientera sur l'ouverture et entretien des pistes villageoises lors d'un atelier qui se déroulera au mois de novembre. Une page sportive dans ce journal. Le centre de formation de football Espoir Football Club de Laoudigan a été présenté officiellement aux autorités et aux populations de la sous-préfecture de Laoudiba. La vision des responsables de ce centre, former des champions locaux à l'image de Simon Adengra et Odilon Kosonou, qui sont de dignes ambassadeurs de la région du Gontougo, afin que ceux-ci puissent représenter la Côte d'Ivoire de demain à de grands rendez-vous sportifs de football. Ils sont jeunes, amoureux de ce sport qu'est le football. Ils rêvent un jour de représenter la Côte d'Ivoire à de grands rendez-vous internationaux. Ils sont tous pensionnaires du centre de formation Espoir Football Club de Laoudigan. Et ce centre a vu le jour de par la volonté de Kra Aboudraman, qui a joué longtemps au football mais qui aujourd'hui est malvoyant. Je veux que, en tout cas, mes enfants, là, les jeunes du village, quand on peut gagner un joueur d'ici, ou bien pour aller jusqu'en Europe, pour aller jouer dans les grands clubs là. Ce jour marque la présentation officielle de ce centre de formation Espoir Football Club de Laoudigan à l'ensemble des autorités et des populations de la sous-préfecture de Laoudiba. Parmi eux, Ado Kofi Théodore, qui dès le départ a cru à ce projet et veut aider ces jeunes à réaliser leurs rêves. Durant la CAN, nous avons vu nos jeunes, Kosonou, Adingra. Donc je pense, en les accompagnant, nous aurons encore plusieurs Kosonou en leur sein. La chance qu'il n'a pas eu là, moi je me prépare à mes petits frères, à mes jeunes frères. Vraiment, avec le travail, je peux devenir quelqu'un aujourd'hui, demain comme Adinkra, pourquoi pas Omar Diakité, Gervino et Drogba. Le sous-préfet de Laoudiba espère voir un jour ces jeunes être à l'image de ces grands noms de football ivoirien originaires de la région. On puisse ici à Laoudigan avoir des Adingra, avoir des Kosonou. Cette présentation officielle aux autorités, le centre de formation Espoir Football Club de Laoudigan a livré son premier match de gala qu'il a opposé au village de Nyangomami, soldé par une victoire 2-1 des protégés du coach Kra Aboudraman. Afin d'aider le centre de formation à grandir, Ado Kofi Théodore leur a offert des jeux de maillot, des ballons et une contribution financière. C'était un reportage signé Anissé Kouadio, notre correspondant. À Danané, le conseil municipal a tenu récemment sa première session de l'année 2024. Ces assises statuaires ont mis en priorité l'éducation, la santé et la voirie. Déjà, la construction de plusieurs écoles sont lancées, ainsi que la réhabilitation de 27 salles de classe annoncées par le maire. Après des débats houleux, les conseillers ont adopté les 2 points essentiels à l'ordre du jour, à savoir l'état d'exécution du budget primitif du premier trimestre 2024 et le compte administratif du maire pour l'année 2023. Le récit de Théodore Kanga. Le conseil municipal de Danané, lors de sa première session de l'année 2024, a mis en avant l'éducation comme priorité absolue.
ainsi la construction de 3 écoles, soit 9 salles de classe, et la réhabilitation de 27 salles de classe dans la commune ont été annoncées par le maire Khalifa Diabaté. Ce n'est pas tout. LDK a également annoncé la construction de 11 autres écoles sur fonds propres, concrétisant une promesse de campagne électorale. L'objectif visé, 0 école en paille sur le périmètre communal d'ici 2025. On sort satisfait de ce premier conseil municipal parce que, premièrement, on a eu le quitus pour exécuter le budget pour l'année 2024. Dans le budget aussi d'investissement, une place prépondérante est donnée au projet d'infrastructure scolaire. Après des débats houleux sur certains points à l'ordre du jour, les conseillers, conscients de la bonne utilisation des fonds publics par le maire Khalifa Diabaté, ont adopté et approuvé à l'unanimité le budget primitif de l'exercice 2024 et le compte administratif du maire pour l'exercice 2023. Vraiment, on est satisfait par le travail du maire qu'il est en train de faire actuellement. Avant, on était dans la brousse, mais aujourd'hui, il nous a très bien arrangé. Vous avez constaté vous-même, même dans les propos, vous savez que vraiment c'est un bon travailleur. Je suis désagréablement surpris. Vraiment, je suis fier de mon maire. Avec tout ce qu'il a dit, avec tout ce qu'il a commencé à faire, je suis fier. Je suis satisfait du déroulement du débat parce qu'en réalité, nous sommes portés candidats. Dans cette optique, des efforts ont également été déployés pour ouvrir et reconfigurer les rues de la commune, témoignant de la volonté de l'équipe municipale de créer un environnement propice au bien-être de tous. En image à présent, la multinationale du domaine des services pétro-gazières Schlumberger veut soutenir le Nigeria dans ses efforts en matière de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures. À cet effet, un accord de partenariat technique a été signé entre la multinationale et la Société publique du pétrole du Nigeria. L'objectif est de renforcer les opérations dans le segment amont de l'industrie pétrolière et gazière du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à Business 24 Africa, votre télé utile.